pour prendre les choses anecdotiquement, j'y suis allé en effet une première fois, je crois que c'était en 85 ou 86, je sais plus exactement, mais enfin en tout cas c'était sous Gorbatchev. C'était encore l'URSS, ça s'ouvrait un peu. Euh, euh, on m'avait proposé, c'était un éditeur qui a disparu tragiquement, que j'aimais bien cependant. Enfin, cependant, je veux dire, il était très critiqué, calomnié, même enfin dans le milieu comme ça d'édition. Aussi, un type qui avait des faiblesses, certes, qui s'appelait Gérard Voitet, et qui avait créé les éditions Quai Voltaire. Bon. Euh, un type qui jonglait un peu avec l'argent, ça c'est certain, qui a fini par se tirer une balle dans la tête à cause de ça. Bref, ce que tout le monde ne fait pas, tous ceux sont en délicatesse avec enfin, qui jouent avec le fric. Euh, bon, enfin bref, il m'avait proposé d'aller là-bas et j'avais envie d'aller là-bas et en même temps ça me faisait un peu peur. C'était un pays qui était quand même pas très attirant, mais en même temps c'était un pays dont on ignorait presque tout et moi ce qui m'intéressait, donc c'était de voir non pas le système politique, etc., parce que ça je savais grosso modo comment ça marchait, l'URSS même, il n'y a pas besoin d'y aller. Mais c'était de voir à quoi ressemblaient les gens, les choses, les rues, les bistrots, pas quoi, même les vacances, comment ça se passait, canicoler, les vacances, à quoi ça ressemblait, les vacances au bord de la mer Noire, etc. Bon. Donc voilà, je suis allé là-bas, j'ai fait 2 voyages assez longs et j'ai fait un petit livre qui s'appelle En Russie, qui a été réédité depuis. Enfin, bon. Et ça, c'était donc mes premiers pas là-bas. Et puis c'est vrai que revenant de ces 2 voyages, je me suis dit, bon, ben, j'ai assez peu de chance pour que je revienne jamais dans ce pays. C'était une question que je me posais dans dans les dernières pages du livre. Et puis ensuite, des tas de choses, au début, des tas de hasards ont fait que j'étais amené à y retourner, que un journal qui n'existe plus non plus m'avait demandé de faire une espèce de reportage littéraire sur Saint-Pétersbourg, enfin ça s'appelait encore Leningrad, etc., etc. Bon, et puis, bon, oui, et puis après j'ai connu des gens, et puis après j'ai été invité à faire des cours, enfin des espèces de cours à l'université d'Irkoutsk, euh, et ainsi de suite. Et donc les choses se sont enchaînées comme ça, de telle sorte que je me suis aperçu assez récemment, parce que au moment d'une demande de visa, je me suis aperçu que j'ai oublié, je crois que ça doit être 25 fois, j'ai dû y aller 25 fois. Comment. Ce qui, en effet, je le dis dans le bouquin ironiquement, ça fait plus qu'Aragon. Bon. Et, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Et alors, qu'est-ce qui fait que j'y retourne euh, bah, j'essaie de réfléchir à ça à la fin du livre, dans la quatrième partie du livre. Euh, mais je crois que c'est, en tout cas, ce que j'ai réussi à identifier, c'est deux attirances, oui, deux attirances complètement différentes, mais qu'on peut mettre l'une sous le chef de l'histoire et l'autre sous le chef de la géographie. Donc, il y a l'histoire et la géo, quoi. Alors, l'histoire, c'est que c'est en effet même si on l'a complètement oublié maintenant, mais c'est quand même le pays de la seconde grande espérance révolutionnaire mondiale. Euh, je crois que donc les 2 seules révolutions qui ont eu une portée universelle, c'est la Révolution française et puis la Révolution russe. Euh, donc ça a été pendant, disons, au moins une moitié du XXe siècle, dans le monde entier, le foyer de l'idée que le monde pouvait changer de base. Donc voilà. Encore une fois, même si malheureusement cette espérance-là a été trahie très vite. Enfin bon, ceux qui croyaient encore ça en 1950 se trompaient, je crois. Bon, enfin, en tout cas, ça faisait longtemps que la Russie n'était plus, que l'URSS n'était plus en vérité un pays dans lequel on pouvait espérer. Mais c'était quand même comme cela que ça fonctionnait. Il y a des millions de gens qui ont cru cela. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de gens qui sont morts en pensant cela, qui sont morts
pour cela même, etc. Bon, donc, et puis, donc c'est le pays de l'espérance révolutionnaire au XXe siècle. Je sais bien qu'il y a eu la Chine, je sais bien qu'il y a eu Cuba, je sais bien qu'il y a eu etc. Mais je crois que ça n'a jamais été ce message universel qui faisait que même un vieux bourgeois sceptique comme Gide disait c'est le pays où l'utopie s'est réalisée, etc. Et c'est en même donc c'est ça, et c'est en même temps le pays justement de l'assassinat de la Révolution. Bon, c'est un peu ce que je raconte une histoire parmi des centaines de milliers d'autres dans ce livre, mais enfin, pour aller vite, disons, le stalinisme, etc., c'est enfin, l'enthousiasme révolutionnaire des débuts, qui était très fort, très incontestable, etc., a été remplacé par la terreur, par la peur. Donc voilà, ça m'intéresse pour ces raisons historiques-là, que chaque lieu représente l'un des versants de cette histoire, soit le versant d'espérance, soit le versant d'assassinat. Enfin bon, je suis allé, par exemple, une des fois où je suis retourné en Russie, c'était pour voir à quoi ressemblait Magadan. Magadan, donc la porte de la Colima, le débarcadère de l'enfer, comme dit Chalamov. Bon. Voilà. Alors, et donc, puisque je parle de Magadan, le second volet de mon attirance, il est moins politique, quoi, mais c'est comme ça, pour moi c'est comme ça, c'est l'espace, c'est en effet le grand large sur Terre. Bon, c'est qu'il n'y a aucun pays qui, même les grands pays comme les États-Unis ou je sais pas, ou le Canada, etc., c'est tout petit par rapport à ça. Donc je suis, oui, je ressens une espèce de fascination pour voilà, alors, la Sibérie. Par exemple, la Sibérie, les deux choses, les deux vers, enfin l'histoire et la géographie en font quelque chose de. Alors quand je dis attirant, ça ne veut pas dire que c'est charmant, euh, mais les lieux terribles aussi sont attirants. Enfin, sont attirants. Je veux dire, on ressent un besoin de les voir. Bon, alors la Sibérie, donc, c'est à la fois un continent immense, presque dépeuplé, et puis c'est en même temps, depuis même bien avant l'URSS, c'est aussi synonyme de déportation, camps, morts, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a ces deux raisons. Encore une fois, outre des attachements personnels pour des gens là-bas, etc., outre une grande attirance malheureuse d'ailleurs pour la langue, malheureuse parce que je la baragouine, enfin je même pas que je la baragouine, c'est que je sais pour les choses absolument élémentaires me débrouiller, quoi, c'est tout. Et puis lire, bon, mais outre aussi enfin que c'est quand même, après tout je suis écrivain et c'est quand même, ça a été en tout cas un des très grands pays littéraires, un des très grands pays aussi bien de la poésie que du roman. Bon, donc voilà, pour toutes ces raisons-là. Puis j'ajouterais que peut-être il y en a une dernière qui est, j'aurais dû le mettre d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, dans le livre, il y a peut-être aussi un peu d'esprit de contradiction. C'est que c'est un pays qui est tellement honni et tellement peu fréquenté. Enfin, personne n'y va pour faire du tourisme. Et d'autre part, les gens n'y vont pas aussi parce que c'est un pays qui n'est pas, qui ne se fait pas aimer, quoi. Alors, peut-être que ceci me pousse aussi à y aller. Non pas, encore une fois, enfin, je le dis tout de suite, hein, non pas que je sois certains amis se moquent de moi, prétendent que je suis enfin, que je serais un poutinien, etc. Naturellement, ça n'est pas vrai, ce n'est pas du tout le cas. Mais je sais que, voilà, que ce pays a comme dit le vers là, poème de Nerval bien connu, qui pour moi seul a des charmes secrets. Bon, c'est un pays qui a aussi des charmes secrets. Et notamment
bon, je l'évoque aussi un peu dans le bouquin, mais c'est un pays à la fois d'une dureté, enfin, où la vie est très dure, où les gens sont durs, sont peu civils, quoi. Enfin, y a pas la civilité n'est pas. Et en même temps, c'est aussi un pays extraordinaire où où les gens sont, où beaucoup de gens en tout cas sont extrêmement accueillants, sont extrêmement généreux. Quand j'étais à Irkoutsk, par exemple, je donnais des cours, c'était en plein bordel, comment, Yeltsin. Les profs qui m'invitaient n'étaient pas payés depuis 6 mois, mais ils avaient absolument tenu à ce que moi je sois payé. Payé, que c'était que dalle, je crois que c'était 80 $, un truc comme ça, mais enfin bon, eux, ça faisait des mois et des mois qu'ils ne les touchaient pas, leurs 80 $. Enfin bon, voilà, il y a tout ça. Oui, oui, c'est une histoire extrêmement paradoxale, contradictoire, et dont je ne prétends pas avoir complètement la clé. Mais c'est le premier camp. En vérité, c'est pas tout à fait le premier camp, mais c'est le premier très grand camp, et qui, à la différence des autres, a été revendiqué, enfin, par le régime soviétique, qui était encore assez jeune à l'époque. Donc, il ouvre en 23. Euh, Gorky est allé faire une visite, est revenu en trouvant que c'était épatant, etc. Avant qu'on lui a montré les choses bien. Euh, Bellamore Canal aussi, il avait trouvé ça épatant. Bien alors, il a trouvé ça épatant aussi, il a emmené 150 écrivains à naviguer dessus. Mais, donc, alors, c'est le premier. Donc, c'est une époque quand même où je ne suis pas complètement assuré de ce que je dis, mais enfin, j'en ai quand même discuté avec des chercheurs russes, etc., ou même français. Bon, euh, à ce moment-là, ce n'est quand même pas l'URSS n'est pas cette espèce de dictature policière terrible qu'elle est devenue en effet au moment de la Grande Terreur. Bon. Euh, il subsiste encore quelque chose comme une flamme révolutionnaire. Bon. Euh, et par exemple, il y a certains administrateurs du camp qui commandent des livres, alors des livres qui sont pris dans les bibliothèques saisies des nobles, etc., mais qui commandent des livres pour les faire venir. Donc il y a une espèce de point de vue quand même, enfin il subsiste quelque chose comme un point de vue de rééducation, etc. Je m'avance un peu sur des. Enfin, je dis ça avec des pincettes, parce que je ne veux pas du tout enjoliver les choses. Mais je crois que ceci joue quand même. Bon. Euh, Deuxièmement, et surtout, au début, la majorité des détenus du camp, c'était des intellectuels. Bon. Des intellectuels, des artistes, bon, c'était oui, la crème de l'intelligentsia russe se retrouve dans ce camp. Il y avait des philologues, il y avait des philosophes, il y avait des physiciens, des mathématiciens, des musiciens, des hommes de théâtre, des comédiens, enfin, etc. Qui avaient donc le droit de venir avec leur livre, et qui avaient le droit aussi, en tout cas pendant très longtemps, en tout cas pendant toutes les années 20, c'est le début des années 30, je ne pourrais pas exactement dire quand ça s'arrête, mais qui avaient le droit de commander aussi des livres à leur famille. Bon. Donc, parce que cette bibliothèque, elle était constituée par ça, essentiellement par les livres apportés ou commandés par les zèques. Quoi. Mais donc, ces deux choses-là, la présence massive des intellectuels au début et, disons, un régime qui n'était pas encore complètement policier paranoïaque, quoi, je explique, je pense, mais n'explique pas tout à fait, n'explique pas complètement. Euh, Rendre compte en grande mesure de cette singularité du camp des Solovki, qui ne se retrouvera absolument nulle part ailleurs. Dans les autres camps, il y avait toujours des petites bibliothèques, mais où en général on trouvait les classiques du marxisme-léninisme, et puis c'est tout. Bon. Tandis que là, en effet, il y avait Hugo, il y avait Balzac, enfin je parle des écrivains français, parce que les écrivains français étaient très lus évidemment en Russie à l'époque, ça a changé. Il y avait. Donc moi, comme j'ai fait une enquête avant de faire ce livre, j'ai fait une enquête sur justement le destin de la bibliothèque. J'ai retrouvé des livres de la bibliothèque qui avaient essaimé après dans d'autres camps du continent. Et j'ai retrouvé par exemple les souvenirs d'égotisme de Stendhal, qui ne sont pas spécialement un livre, comment dire, qu'un commissaire politique borné aurait pu recommander
mais alors, naturellement, voilà, ce côté-là est surprenant. Il n'en reste pas moins que la grande majorité des condamnés là-bas ben, faisaient des travaux, enfin abattaient les arbres, sciaient par des températures glaciales, étaient très mal soignés, étaient fusillés assez généreusement, et que notamment mon personnage sera fusillé avec un... Fusillé, le mot est faible d'ailleurs, enfin bon, avec dans un convoi de 1111 personnes. J'étais allé en 2010 pour la première fois sur ces îles, sur les îles Solovki, simplement parce que je savais que c'était très beau. C'est un endroit incroyablement beau. Donc, des îles, et puis la mer autour qui est gelée 6 mois par an, et puis de la forêt, et puis un énorme monastère, enfin, qui est une forteresse, avec des murailles énormes, des tours, etc. Et puis au milieu, une forêt de bulbes, de cathédrales, etc. Euh, tout ça dans un désert glacé. Donc, bon, donc c'était évidemment, j'étais allé pour voir ça, et d'autre part, je savais quand même qu'il y avait eu un camp. Donc aussi, ce souvenir-là m'intéressait. Bon, là-bas, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré notamment une femme qui était une historienne locale, euh, qui était membre de Mémorial, je pense, de l'association Mémorial, enfin, bon, Mémorial qui lutte pour que la mémoire de tout cela ne soit pas perdue. Euh, et donc, elle m'avait montré des tas de documents, des livres, etc., sur l'histoire du camp. Et parmi ces documents, il y avait un album édité à compte d'auteur par la fille d'un des détenus. Ce détenu, c'était Alexei Feodosievitch Van Gengheim, donc le météorologue. Et sa fille donc, avait édité un album avec des photos de son père, etc. Et surtout les dessins, les herbiers, les devinettes, etc. qu'il lui envoyait. Elle avait à l'époque 4 ans, enfin quand il est arrêté en 34, elle a 4 ans. Et il lui envoyait cela. Euh, il avait droit à, ça dépend s'il avait beaucoup travaillé ou pas beaucoup, etc. dans le mois, mais enfin, il avait droit à, je sais plus, je crois que c'est 4 lettres par mois. Enfin. Et donc voilà, il y avait. D'abord, c'était beau, ces dessins, ces herbiers, etc. sont beaux. Et puis, l'idée, enfin, de ce père essayant de continuer à faire l'éducation de sa fille, parce que tous ces dessins avaient aussi une portée, enfin, avaient même d'abord une portée éducative. Il lui apprenait les chiffres, l'arithmétique, etc. Avec des herbiers, avec 4 feuilles, 6 feuilles, 8 feuilles, etc. Il lui apprenait la symétrie avec des feuilles symétriques. Enfin, bref. Donc je trouvais voilà, cette correspondance entre un père qui ne reverra jamais sa fille et la fille, j'ai été évidemment ému, comme je le suis même maintenant en parlant, par cela. Et puis, mais malgré tout, je n'ai pas tout de suite décidé de faire ce livre, puisque ça c'était en 2010, après 2 années ou 3 ont passé. Et retournant en Russie, etc., j'ai rencontré des gens qui avaient très bien connu la fille à l'autre bout de sa vie. Et donc, qui ont commencé à me raconter cette histoire. Je leur dis, mais je la connais, cette histoire, etc. Donc, enfin, voilà. De fil en aiguille, ils m'ont dit, mais alors c'est eux qui m'ont donné accès aux documents d'instruction, aux documents policiers, etc. Et voilà. Et là, je me suis dit, je vais raconter cette histoire. Je vais raconter cette histoire et j'avais aussi l'idée que j'allais pas simplement raconter l'histoire, mais aussi me mettre un peu, essayer de réfléchir moi-même à enfin, la question que vous m'avez posée au début, pourquoi est-ce qu'au fond tout ça m'intéresse. Quand j'ai fait mon premier voyage en 2010, à mon retour ici, j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver sur l'histoire du camp. L'histoire du monastère, je m'en foutais un peu, enfin non pas qu'elle soit inintéressante, mais enfin je ne suis pas l'histoire religieuse, mais n'est pas mon
moins mon domaine que l'histoire politique, disons. Enfin, c'est pas mon domaine non plus, mais ça me concerne moins. Et donc j'ai commencé à lire ce que je trouvais en français, parce que je suis incapable de lire un livre en russe. Et, et alors il y a plusieurs récits. Il y en a un que j'ai tout de suite écarté parce qu'il était écrit par un type qui ensuite, qui lui enfin, qui est sorti du camp, comme Tcherkov d'ailleurs, et qui est devenu, pendant la guerre, traducteur de l'armée allemande. Donc je considérais que je ne voulais pas... euh, je, voilà, je ne voulais rien apprendre de ce type-là. Bon. Euh, et en revanche, il y avait ce livre qui a été traduit en français, qui est sous le titre assez médiocre d'ailleurs, mais là ça traduit le titre russe. Le titre français, c'est C'était ainsi. Bon, un peu. Et le titre russe, c'est donc, je crois, Tak Bill. Bon, qui veut dire la même chose. Enfin bref, donc ce jeune homme, enfin Yuri Tcherkov, il avait donc 15 ans. Il est accusé de trucs absolument invraisemblables, c'est-à-dire d'avoir cherché à assassiner le secrétaire général du Parti communiste d'Ukraine qui s'appelait Kossior, lequel Kossior sera d'ailleurs fusillé évidemment pendant les grandes purges, là, comme on dit. Donc il ne perdait rien pour attendre de Kossior. Mais donc, enfin, ce jeune lycéen de 15 ans est accusé d'avoir fomenté une tentative d'assassinat de Kossior et même une tentative d'assassinat de Staline. Bon, imaginez. Bon, alors donc il est condamné à 10 ans de camp, je pense, et il débarque au Solovki en 35, un an après Game. Et c'est un garçon absolument extraordinaire, d'une intelligence, d'une ouverture d'esprit et surtout d'un optimisme, enfin, d'un appétit de vivre stupéfiant. Donc vous débarquez à 15 ans dans ce milieu, dans un camp, sans savoir quand vous en sortirez, si vous en sortirez jamais, dans un milieu qui est quand même extraordinairement dur, parce qu'il y avait les intellectuels, mais il y avait aussi les Urka, enfin les droits communs, là, qui étaient utilisés comme police supplétive, enfin pour faire régner la terreur chez les intellos. Bon, donc il débarque là-dedans, il pourrait se suicider, se jeter à l'eau, mais non, il voit que il veut que ces années-là lui servent à quelque chose, et comme c'est rempli, donc je le disais, de philosophes, de mathématiciens, de philologues, etc., il demande à chacun de lui apprendre quelque chose. Alors il apprend le latin, il apprend l'allemand auprès d'un type qui parle l'allemand, tous les intellectuels parlaient allemand et français. Il apprend les mathématiques auprès de Van Game, justement. Mais il apprend aussi le droit, enfin, il se fait ses programmes d'études, il veut étudier les constitutions des pays bourgeois, comme il dit. Enfin, voilà, il a une soif de savoir extraordinaire, et en effet, il va apprendre énormément de choses pendant les années qu'il passe là-bas, comme il était quand même un gamin, assez faible physiquement, il est assez vite affecté à la bibliothèque. Il devient aide-bibliothécaire. Donc, et lui, il a eu la chance d'en réchapper. Il a mis du temps à en échapper, puisqu'il n'en a échappé qu'après la mort de Staline. C'est-à-dire qu'il a passé 20 ans quand même, voilà, pas au Solovki, mais enfin, il a passé donc 4 ans au Solovki, et ensuite dans différents camps sur le continent. Bon, mais il en a échappé. Il est devenu, assez curieusement, météorologue lui-même. Bon, et il a eu le temps d'écrire ses mémoires. Il n'a pas eu le temps de les publier, il est mort avant, mais enfin, il a écrit ses mémoires que sa femme a publiées et qui sont donc traduits en français. Oui, d'être des représentants de la vieille société, et donc en effet d'être réfractaire, potentiellement réfractaire, c'est-à-dire aux yeux du NKVD réellement réfractaire, voilà, à l'homo soviéticus, quoi, enfin, dire bon. Donc si on était, je sais pas, musicien, ou si on avait une bibliothèque, ou si on avait des parents qui avaient été des parents nobles, etc. Bon, on tombait dans la catégorie des bifchiers, des gens du passé. Et on était c'est pas tout de suite. Hein, les gens du passé ont pu survivre assez longtemps, mais à partir du moment où se déclenche la Grande Terreur, l'une des catégories à réprimer, ça veut dire à tuer en général, c'est les bifchiers. Il y a aussi les ex-koulaks, il y a aussi les ex-gardes blancs,
etc. Mais les béfiers, sans plus de spécification, c'est oui, ceux qui représentent la vieille culture. Là aussi, c'est difficile de dire, enfin, d'être très catégorique. Euh, Parce que une chose qu'on apprend quand on fréquente un peu la Russie, c'est l'extraordinaire chaos intellectuel qu'il y a dans la tête de beaucoup de gens, de la plupart des gens. Euh, on voit ça assez bien, je trouve, dans le livre dont on a beaucoup parlé, là, qui a à juste titre, de Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge. Euh, Dire les idées internationalistes se mélangent à des idées tout à fait nationalistes, voire xénophobes, etc. Il y a aussi un autre livre qui est plus modeste peut-être que La fin de l'homme rouge, mais je tiens à le citer quand même parce c'est un très bon livre, je trouve, qui est écrit par une femme française, qui est Anne Brunswick, et le bouquin s'appelle Les eaux glacées du Biélomor Canal. Et par exemple, elle raconte là-dedans, à un moment, elle est évidemment d'une famille juive, de juifs communistes, d'origine polonaise, j'imagine, ou russe peut-être, je ne me souviens plus. Enfin bon, elle va là-bas, elle est hébergée par une femme qui est formidablement généreuse avec elle, qui a deux pièces absolument minables, elle lui en passe une, etc. Elle partage toute sa nourriture et tout. Et puis un jour, elle lui dit, son hôtesse russe, elle lui dit, mais tu serais pas juif, toi? Et alors, elle dit si. Donc, une espèce de chose d'antisémitisme qui est très répandue. Et puis en même temps, au fond, elle s'en fout. Elle lui a posé la question parce que c'est. Donc, chez cette femme, par exemple, il y a à la fois cet antisémitisme atavique presque, et puis en même temps, au fond, c'est pas important, et au fond, une générosité qu'on trouverait assez difficilement quelquefois ici. Donc, ou alors dans L'Homme Rouge, la fin de L'Homme Rouge, ces types dont les parents ont été massacrés par Staline, mais qui continuent à avoir un portrait de Staline sur leur cheminée, etc. Bon, donc il faut bien se représenter ça, à quel point la pensée, enfin, oui, la pensée politique n'est pas, je ne dis pas que chez nous elle soit tellement cohérente non plus, souvent, mais elle est tout à fait incohérente là-bas. Donc le rapport au passé, c'est difficile de le caractériser. Je dis ça pour enfin, toutes ces précautions pour dire que c'est difficile de le caractériser de façon univoque, quoi. Euh, Tout le monde sait quand même maintenant qu'il y a eu des camps. Tout le monde a eu des membres de sa famille, voilà, qui ont disparu. Mais finalement, j'ai l'impression que peu de gens aiment à en parler. Euh, alors, ça n'est pas que ça n'est pas qu'il. Je ne pourrais pas dire. Enfin, il faut être honnête, quoi. Je dirais, quelquefois, on ne sait pas. Je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'il y a si peu de. Pourquoi est-ce que les gens de Mémorial, par exemple, sont si peu nombreux finalement? Pourquoi est-ce qu'ils sont. Alors, pourquoi est-ce que les autorités leur foutent des bâtons dans les roues? Ça, je peux le comprendre. Mais pourquoi est-ce que la population les soutient relativement peu? Ça, j'ai plus de mal à le comprendre. Si, mais d'ailleurs, je ne me permettrai pas de dire que c'était absurde, parce que, après tout, enfin, c'est bien facile maintenant de juger de cela. Je dis que j'aurais préféré comme ça, euh, pour qu'il soit un personnage plus romanesque, j'aurais préféré qu'il soit plus clairvoyant, plus lucide, plus révolté aussi, finalement. Enfin, parce qu'il y a eu il y en a eu relativement peu, mais il y a eu des gens, je cite le cas d'une femme là, dont on m'a parlé, qui était une femme absolument incroyable, qui a essayé d'organiser l'évasion de son mari, lequel était déporté dans le camp. Elle était libre encore à ce moment-là. L'évasion a raté, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances. Elle a été arrêtée, déportée elle-même. Elle insultait les gardiens, elle leur crachait à la gueule. C'était accroché par un jour une pancarte où elle avait marqué mort aux tchéquistes. Enfin bon, voilà, il y a eu des révoltés. Mais lui n'était pas un révolté, c'était un
Oui, c'était un bon communiste, quoi. Je veux dire, je pense en effet que je pense en effet que cette croyance était d'une part profondément enracinée en lui. Euh, Deuxièmement, que peut-être au moment où il sentait, enfin, où il sentait le doute monter, il se rendait compte aussi que le doute le tuerait. Donc en effet, il fallait continuer perinde cadaver, enfin comme disent les jésuites, à croire, quoi. Et voilà. Et enfin, il y a quand même aussi une autre. Je ne peux pas trancher aussi. Enfin, j'essaie d'être honnête dans le livre. Euh, je veux pas romancer justement. Je lis un peu partout que c'est la vie romancée, etc. Parce que les gens n'aiment plus que les romans. Mais non, je crois avoir été extrêmement exact et j'ai essayé d'être très exact et très scrupuleux. Et quand j'évoque différentes hypothèses, je les évoque comme des hypothèses. Alors, la dernière hypothèse, et tout ça peut un peu se mêler d'ailleurs, la dernière hypothèse, c'est que peut-être aussi ces proclamations de foi dans le parti, dans le camarade Staline, etc., c'était peut-être aussi pour protéger sa famille, bon, sa femme et sa fille, puisque pendant les années de la grande, enfin, pendant l'année et demie de la Grande Terreur, là, il y a eu, enfin ça je le sais par les travaux d'historiens, et notamment de Nicolas Vert, etc., il y a eu quand même 44 000, je crois, femmes de déportés qui ont été déportées elles-mêmes comme femmes d'ennemis du peuple. Bon. Et les enfants mis dans des pensionnats d'État, etc. Donc c'était pas de la blague, enfin c'était pas de la blague, je veux dire, ils pouvaient très, très sérieusement s'inquiéter en effet de ce qu'allait devenir sa femme et sa fille. Non, pour dire la vérité, non. Non. Mais je ne. Je le dis aussi, enfin, il faut être honnête, je suis allé très souvent en Russie, donc plus de 20 fois, mais j'ai voyagé beaucoup à travers la Russie, mais je m'exprime pratiquement, enfin encore une fois, tellement basiquement dans cette langue que je ne peux avoir de vraies conversations que si j'ai un interprète ou si je tombe sur quelqu'un qui parle anglais ou français, c'est de plus en plus rare. Enfin, bon, voilà. Donc je ne prétends pas non plus être un connaisseur en profondeur de la Russie, hein. Mais à vue d'œil comme ça, malheureusement, je ne vois rien qui reste. Et, et même les choses qui étaient, qui, qui n'avaient pas été qui n'avaient pas été détruites par l'URSS et qui même dans une certaine mesure avaient été protégées. Par exemple, je pense à la, au goût de la lecture. C'était des grands lecteurs, les Russes. Bon. Et, et des grands amoureux de la littérature, etc. Je me souviens d'une petite ville, je sais plus, je crois que ça doit être Medvedegorsk, ou enfin bon, un bled. Euh, et voilà, il y a la gare, une petite gare stalinienne, et c'est assez joli, c'est vrai, un clocher effilé. Et puis autour une place semi-circulaire, enfin devant une place semi-circulaire qui s'appelle la place Gagarine. Et bien sur cette place Gagarine, il y avait un antiquariat, enfin un magasin de livres anciens, enfin de livres anciens, de livres de casse, quoi, dans lequel j'ai passé une heure. On trouvait des mots passants, des Balzac, mais même des choses plus un peu oubliées maintenant. J'ai noté ça sur un carnet. On trouvait beaucoup de littérature classique française, et ça, c'était des choses qui étaient publiées enfin, du temps de l'Union soviétique. Bon. Donc il y avait quand même une grande passion de la lecture, et je suis sûr qu'on ne trouverait pas un antiquariat semblable dans une petite ville du Middle West. On aurait du mal à trouver du Stendhal ou du Maupassant, etc. Euh, alors cette chose-là, malheureusement, même ça, par exemple, ça a été complètement laminé maintenant. Enfin, je veux dire, les gens ne le lisent pas, très peu. Enfin, l'édition est absolument déplorable. Enfin, j'ai encore parlé avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a amené un gros volume, là, une russe, une traductrice. L'édition, il y a pratiquement plus de maisons qui publient de la littérature, quoi. J'ai un ami qui est traducteur, qui a des textes de Pérec qu'il a déjà traduits. Pérec, c'est quand même pas n'importe qui, il ne trouve pas d'éditeur. Euh, donc, euh, donc voilà, je dois dire que
bien que j'aime profondément le peuple russe, je ne vois plus se manifester très fortement. Alors, sauf chez des gens, bien sûr, par exemple, les gens de Mémorial, enfin, ceux-là, ce sont des militants, ce sont des gens, ce sont des idéalistes, comme on dit. Enfin, en tout cas, ce sont des gens qui, voilà, qui se battent pour un idéal, pas pour leur intérêt. Mais c'est pas massif, quoi. C'était l'étonnement de cette vieille dame là qui me disait c'est des Russes qui devraient faire ça, mais si c'est vous Français qui le faites, tant mieux. Euh, Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je crois que cette chose enfin, une partie de la réponse, c'est quand même cette très très vieille dame dans le film sur la bibliothèque. On lui demande qui raconte comment sa famille a été massacrée, etc. On lui demande est-ce que la peur est toujours là. Elle ne comprend pas la question au début, et puis elle comprend finalement. Elle dit oui, jusqu'à la fin de la vie. La peur sera là jusqu'à la fin de la vie. Alors, je pense que les gens n'ont plus exactement peur de parler de cela, mais en tout cas, euh, ils ne veulent, je sais pas, ils ne veulent plus, ils veulent considérer que cette page-là, absolument sanglante, est tournée, quoi.